Merci de la ponctualité que vous avez accordée toujours à cette émission Vivement Congo. Vivement Congo, c'est votre magazine où nous parlons de questions qui tiennent la vie des Congolais, qui tiennent le Congo et qui veulent savoir comment est-ce que les Congolais évoluent et comment est-ce que le Congo prend de l'ancrage sur sa population, de sorte que ça soit un milieu où il fait beau vivre, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons passé en revue plusieurs émissions ici sur la tenue des élections des gouverneurs et sénateurs. Et voilà, nous sommes arrivés à ce jour où les élections ont eu déjà lieu. Et chaque province connaît d'une manière provisoire son gouverneur. Et nous n'attendons que la confirmation de la Cour constitutionnelle ou encore la Cour d'appel pour devoir, n'est-ce pas, doter la République des dirigeants au niveau du Sénat, tout comme au niveau des différentes provinces. Et les députés provinciaux ont fait leur devoir. Mais sur ce plateau, nous allons recevoir quelqu'un qui est au pouvoir, quelqu'un qui est du pouvoir, quelqu'un qui, aujourd'hui, après plusieurs années, dans le parti du milite, bien sûr, ont eu quand même à gérer ces pays. Vous avez vite compris qu'il s'agit du parti UDPS, mais ici représenté par un de ses cadres, en la personne de M. Norbert Yamba. M. Norbert, je vous salue et bienvenue dans Vivement Congo. Merci, M. Charles, pour l'invitation. Je suis très heureux de participer, peut-être pour la première fois à cette émission. J'espère que nous allons devoir bien échanger. Voilà, une première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Tout à fait. Et aujourd'hui, là, vous êtes de l'UDPS, vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes au pouvoir. La première question qui me vient en tête pour vous poser, M. Norbert Yamba, vous êtes fier d'appartenir à l'UDPS au pouvoir aujourd'hui? Oui. Rien ne peut me pousser à avoir une hésitation. Vous savez que je suis dans la soixantaine et que j'ai commencé mon combat déjà au début de la création de l'UDPS, quelques mois après la création du parti. Aujourd'hui, je compte derrière moi 40 ans de lutte menée pour que le pays fonctionne autrement. Et donc, nous sommes restés pendant 37 ans à l'opposition. Dieu a voulu que nous puissions, à la mort du leader Maximo, que nous puissions, par l'entremise du président Félix Tshisekedi, gagner les élections présidentielles. Nous avons eu difficile pour le premier mandat à démontrer avec beaucoup plus de performance que nous pouvions faire, étant donné que nous n'avions pas la majorité parlementaire. Vous savez que le gouvernement de la République, c'est l'émanation du Parlement, et donc il faut avoir la majorité. À l'époque, c'était très difficile. Le président de la République gagne les élections présidentielles, mais nous n'avions pas beaucoup de députés. Nous avions à peu près 35. Donc nous représentions dans le gouvernement 35%, et le FCC qui avait fait la coalition avec nous représentait 65% des ministres, avec un premier ministre ici du FCC. C'était très difficile pendant 2 ans. Pendant 2 ans, c'était vraiment difficile. Il faut être un animal politique comme le président Félix Tshisekedi, qui a réfléchi et qui a estimé que le pays était en danger et il fallait sauver le pays d'un sommeil de mort. Et là, il a réfléchi la création de l'Union sacrée où on devrait sortir du juridisme pour aller dans la philosophie pratique politique. Nous faisons quoi pour sauver la République? Et voilà, c'était la création de l'Union sacrée, c'était fini les clivages politiques et tout le monde s'est rassemblé autour du président. Et après cela, vous avez vu que nous avons fait de grandes performances qui ont motivé naturellement sa réélection en 2023. Donc, je suis véritablement content, surtout que maintenant, nous n'allons plus nous plaindre parce que nous avons la majorité, encore que tous ceux qui, aujourd'hui, sont censés être à l'Assemblée nationale, au Sénat, gouverneurs de province, ça va aller jusqu'au niveau des mairies, des communes, des secteurs et des chefferies. Nous aurons nos gens. Qu'ils sachent que nous ne nous sommes pas battus pour avoir le privilège du pouvoir. Nous sommes battus pour changer le Congo et les Congolais. Et ça, c'est un défi réel. Encore que bon, tout le monde s'accommode pour que finalement nous puissions signer le droit à la contestation de manière que
nous puissions voir comme un seul homme dans la même direction et sauver le Congo de son sommet de mort. Voilà, vous avez brossé un peu de mots, ce qu'a été l'avènement de l'UDPS au pouvoir et ce qu'a été le premier mandat. Mais lors de l'investiture du chef de l'État, quand il a été réélu pour son second mandat, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a été clair, il a dit il va consolider les acquis, il va éviter les erreurs du passé. Et aujourd'hui là, ça fait déjà 4 mois qu'il a prêté serment, les institutions se mettent en place petit à petit. D'ici là, nous aurons les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale et déjà, on a eu les gouverneurs qui sont élus d'une manière provisoire et le Sénat va être étoffé incessamment parce que les sénateurs ont été déjà élus d'une manière provisoire dans les assemblées provinciales. Mais est-ce que vous ne sentez pas que les erreurs du passé, c'est comme si ça s'accumulait davantage déjà 4 mois, les premiers 100 jours de Félix Tshisekedi dans son second mandat? Est-ce que vous ne sentez pas que les erreurs du passé continuent à être là? Il faut différencier deux choses. La culture institutionnelle, c'est-à-dire les lois et textes réglementaires qui régissent la question de la mise en place d'un gouvernement, la question de la mise en place des institutions élues, etc. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la mise en place du gouvernement et des élus, que ce soit au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il y a une législation par rapport à ça. On vous dit il faut un informateur, il faut consulter, etc. Et tout cela faisant combine montre que ça prend un peu du temps. Certainement que, 4 mois, ça commence un tout petit peu à inquiéter. Mais quand cela ne tienne, ça nous permet véritablement de tirer la leçon pour dire s'il y a une réglementation qui retarde, n'est-ce pas, la vitesse de traitement de dossier, ben écoute, il faut reviser cela. Mais nous sommes au début du mandat, je crois que ça fait partie véritablement des recettes qui doivent aider naturellement à alléger, à assouplir la procédure. Alors maintenant, les gens reviennent très souvent sur les erreurs du passé. Les erreurs du passé supposent que le chef de l'État est devenu président de la République par le fait des élections. Et c'est la première fois qu'il est devenu président de la République. C'est la première fois qu'il a côtoyé plusieurs personnes de divers horizons. C'est la première fois qu'il côtoie les problèmes et les difficultés de gestion. Et c'est la première fois qu'il observe comment on peut chercher des solutions devant des situations difficiles. Voilà. Donc, maintenant, le chef de l'État connaît les contextes, connaît les problèmes, connaît les hommes, connaît aussi les pistes de solutions. Et donc, maintenant qu'il entame le deuxième mandat, il ne va plus tergiverser. Au moins, lorsqu'il faut faire un casting, il sait telle ou telle personne peut répondre naturellement à telle préoccupation. Lorsqu'il s'agit de tel ou tel problème, voilà, qui peut faire ça mieux que quiconque? Voilà. Connaître les erreurs du passé, éviter les erreurs du passé, c'est que cette connaissance qui lui permettent véritablement de visionner et de visualiser les hommes, les problèmes, les solutions, les contextes de notre pays, lui donne la force de prendre des décisions stratégiques sans erreur. Voilà la pertinence de la déclaration du président que d'aucuns voudraient qu'on cite 1, 2, 3, 4. Non, c'est la connaissance du terrain, la connaissance des hommes et la capacité de prendre des décisions compatibles véritablement aux intérêts de notre pays. Ça ne sera pas comme par le passé, où on est venu, on a côtoyé les hommes, on a connu moins de personnes, etc. Nous sommes tentés de comprendre que M. Norbert Yamba, vous vivez à Kinshasa, vous vivez au Congo comme nous autres. Apparemment, s'il y a eu erreur, si le chef de l'État, comme vous donnez cette explication liée à ce qu'il faisait, il devrait connaître bien les gens, à faire ceci. Mais apparemment, ce sont les mêmes personnes qui entourent le chef de l'État, ce sont les mêmes figures qui reviennent. Et vous avez vu, vous, qui êtes de l'Union sacrée, vous avez organisé les primaires avec toujours les mêmes têtes d'affiche. Il n'y avait pas d'autres candidats au niveau de l'Union sacrée pour chercher peut-être à prendre le perchoir de l'Assemblée nationale. Ce sont les mêmes têtes qu'on a vues, les mêmes têtes reviennent pour les primaires et on a vite compris qu'il n'y avait pas un sens de compréhension.
comme si, parce que primaire, oui, c'était un exercice démocratique, mais on n'a pas senti l'essence du consensus au sein du présidium de l'Union sacrée. On sent que les gens qui entourent les chefs de l'État ne sont pas d'abord unis. Ah bah, écoutez, la démocratie, c'est un droit au désaccord. Hein. La démocratie, c'est donc la gestion des contradictions. C'est ça ce qui fait l'esthétique et l'ambiance démocratique. Est-ce qu'il faut dire que les gens ne s'entendent pas? Est-ce qu'il n'y a pas de cohésion? Attention, le chef de l'État, en tant qu'autorité de référence, peut prendre une décision en disant « moi je désigne tel ». Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va contester. Mais l'UDPS aurait souhaité naturellement aller dans la direction d'une démocratie démocratique où la pudeur doit régner dans la prise de décision. Tous ces gens qui ont participé aux primaires sont des gens qui côtoient les chefs de l'État, qui sont des collaborateurs du chef de l'État, j'allais dire des partenaires depuis près de 5 ans. Cependant, le chef de l'État aurait souhaité jouer le jeu d'objectivité, de neutralité, en disant, mais voilà, donc parce que nous sommes à l'Union sacrée, je vous ai demandé d'aller dans telle ou telle direction, mais comme vous résistez, eh bien, voilà, faisons la sélection à travers les élections. Personne ne dira que voilà, c'est Tshisekedi qui a choisi telle ou telle personne. Et c'est ce qui a été fait. Certainement que je considère ça comme douleur d'enfantement. Dans les jours qui viennent, il sera quand même nécessaire qu'il y ait un agenda. Et dans cet agenda, on détermine le principe directeur qui va régenter les relations entre les partenaires au sein de l'Union sacrée. Pour dire que voilà, avant les élections, nous allons devoir choisir. Et nous allons choisir telle ou telle personne par telle ou telle méthode. Tout cela devra véritablement être connu d'avance pour éviter des surprises désagréables qui donnent l'impression qu'il n'y a pas cohésion, qui donnent l'impression que les gens sont plus préoccupés par les intérêts compagnie, etc. Donc, je considère ça comme douleur d'enfantement, mais cela nous permet de tirer des leçons, et ces leçons vont nous permettre que dans les jours qui viennent, lorsqu'il s'agit d'aller dans telle ou telle direction, écoutez que c'est là, les modalités pratiques soient disponibles, et que sur base de ces modalités, que nous puissions faire la sélection en fonction de ce qui est prévu. Voilà. Nous sommes en train d'écheminer petit à petit vers la fin de notre entretien, mais déjà, on entre dans les grands sujets. Aujourd'hui, le chef de l'État veut donner une autre image de la RDC aux Congolais. Et pour ce faire, il doit avoir des personnes qui doivent l'accompagner. Nous avons suivi avec vous la nomination de la première ministre, Mme Judith Suminwa-Tuluka, l'élection de gouverneurs et sénateurs. Qu'est-ce que la population peut attendre de l'équipe gouvernementale centrale, mais également des gouverneurs qu'on vient d'élire, surtout pour les gouverneurs, parce que ce sont eux qui sont les gestionnaires au quotidien de nos provinces, qui constituent la RDC. Qu'est-ce qu'on doit attendre des nouveaux gouverneurs qui viennent d'être élus? Merci beaucoup. C'est une question pertinente parce que cela dépend de l'avenir de tout un peuple, de toute une société, et ça dépend également de la manière où le Congo va redorer son blason. Je voudrais quand même rassurer qu'au niveau du casting du Premier ministre, ici, je le dis parce que je connais la personne, j'ai eu à côtoyer Madame Judith de loin comme de près. De loin, lorsqu'elle était encore, n'est-ce pas, au PNID, comme cadre, expert, senior. Moi, à l'époque, je travaillais dans un projet de la Banque mondiale et j'ai vu comment la dame s'est beaucoup distinguée. Je l'ai rencontrée la deuxième fois, c'était quand il travaillait avec François Mamba dans les conseils d'éveil. Et plusieurs fois, on est arrivé dans un atelier, etc. J'ai vu la perspicacité de cette femme au niveau de la rationalisation et de la systématisation, n'est-ce pas, technique. Et en dernier lieu, je suis directeur de cabinet à la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Je participe
pour les comptes du ministère, représentant les ministres dans le cadre du comité de pilotage pour le PDL 145 territoires. Et c'est cette dame qui est ministre d'État et responsable du secrétariat opérationnel, du comité opérationnel de PDL. Je vis les capacités de la dame, je vis son charisme, je vis son caractère, je vis la maîtrise de la question. Et comme directeur de cabinet, je reçois ces lettres lorsqu'elle veut aller dans le sens de la clarté, dans le sens du monitoring. Donc, le président de la République, je sais que nous sommes trop machos, et en tout cas, les Africains n'aiment pas beaucoup les femmes, croient que les femmes sont incompétentes, etc. Mais il faut te rassurer que cette dame, elle est compétente. Je le dis, je ne flatte pas, ça fait plusieurs années, et je suis assez critique par rapport à un certain nombre de choses. Mais maintenant, il va falloir qu'elle fasse le casting. Mais écoutez, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ce sont les groupements politiques qui doivent déterminer qui doivent travailler avec. Et vous avez raison de se poser la question si les chefs de groupement politique ne vont pas solliciter, dès lors qu'ils ont déjà fait preuve de limite pour un certain nombre de choses. Quand cela ne tienne, je pense que la voix du président de la République sur cette question, et même la détermination de Madame le Premier ministre, c'est justement d'avoir des hommes et des femmes qui ont des capacités techniques, conceptuelles, humaines, communicationnelles, toutes les capacités managériales pour l'accompagner dans le sens de pouvoir relever le grand défi. Du côté du gouvernement central, je pense que rien ne se posera. Et vous avez vu le temps que ça a pris justement pour faire la visualisation de tout ce qui se présente aujourd'hui comme candidat. Il fera un bon choix et croyez-moi, les choses pourront marcher. Certainement qu'il y a des gens qui ont des séquelles, des impacts d'une certaine gestion qui a eu lieu dans le passé et qui sont difficiles à se détacher de cela. Mais cette dame a un caractère et elle pourra vraiment s'y prendre. À ce qui concerne les gouverneurs, j'ai vu l'enthousiasme, j'ai vu quiconque qui a un peu d'argent souhaiterait finalement qu'il soit gouverneur. Et l'élément qui est resté pendant, mis en exergue, c'est véritablement l'argent. Cher ami Charles, vous savez que le pays s'est organisé. Depuis 2006, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, détermine 2 pouvoirs, mais 3 niveaux de gouvernance. Le pouvoir, c'est au niveau central, au niveau provincial. Il y a aussi 3 niveaux de gouvernance, la gouvernance centrale, la gouvernance provinciale et la gouvernance locale. Au niveau local, vous avez les villes, vous avez les communes, vous avez les secteurs ou chefferies. Donc, à chaque niveau, il y a un programme, il y a compétences, il y a un budget qui soit distinct les uns des autres. Et donc, de la même manière que le gouvernement central détermine un programme gouvernemental, mais il s'inspire des compétences qui lui sont dévolues. Il y en a 36 compétences, avec 11 compétences concurrentes ou partagées. La province a 29 compétences, plus les 11 partagées. Et donc, sur base de ces compétences, chaque niveau de pouvoir détermine naturellement un programme. Et le programme, c'est un ensemble de projets. Et le projet, c'est un ensemble de réponses aux problèmes de la population. Ce qu'on a observé, monsieur le journaliste, c'est qu'il y a eu des gouverneurs presque partout. Moi-même, j'ai travaillé 17 ans avec la Banque mondiale dans le sens de monitoring, n'est-ce pas, des différentes provinces. La plupart des provinces n'entendent que la main du ciel, c'est-à-dire le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement central doit envoyer de l'argent. Mais quand vous regardez la loi sur la nomenclature de taxes, de redevances, des impôts. Il y a des recettes locales quand même. Il y a des recettes qu'on appelle des recettes propres, liées essentiellement à la province. Ce qui est entendu du gouvernement de Kinshasa, c'est essentiellement les recettes en caractère national.
ainsi que le recette est lié à la Caisse nationale de péréquation. Mais pour les restes, le gouvernement provincial a des moyens. C'est ce qui donne la possibilité à la province de Lualaba de faire des réalisations. Tout le monde parle de Fifi Masuka aujourd'hui, simplement parce qu'effectivement, il y a des recettes. Ce ne sont pas des recettes qui viennent de Kinshasa, ce sont des recettes essentiellement générées localement. Mais comme les députés ne se sont pas beaucoup engagés pour faire leur travail, notamment les contrôles liés à l'action du gouvernement provincial, etc., et donc le gouverneur devenait véritablement des potentats. Et le député s'était déjà acclimaté à provoquer le gouverneur, à menacer de son départ. Et le gouverneur, qui a de l'argent, etc., essaie de donner. Et chaque fois, ça revient. C'est récurrent. C'est une habitude, etc. On le provoque, on le bouscule. Et notre peuple n'a pas trouvé gain de cause. Voilà. Parce que tout le monde devait dire, le président de la République, ça il est l'Abisobo. Non. Vous avez un gouverneur. Il y a 36 compétences dévolues au gouvernement central qui relèvent du gouvernement de la République. Et les gouverneurs de province sont des présidents des républiquettes. Et c'est comme ça que j'ai insisté, plusieurs fois insisté, parce que je vis la performance de nos gouverneurs. Qu'on ne peut pas prendre n'importe qui, fût-il un député, devenu gouverneur simplement parce que par la volonté de son chef ou de l'amour qu'il a ou des moyens qu'il dispose vis-à-vis de députés. Mais écoutez, on ne va pas tirer des conclusions non concluantes dès lors qu'on n'a pas encore vu les champs en œuvre. Donnons-leur temps, mais qu'ils sachent que notre peuple leur a tout donné. Et nous avons besoin qu'ils soient en mesure, non seulement d'entendre le gouvernement central, mais de travailler avec les moyens propres. Comment pouvez-vous imaginer un pays comme Sao Tomé-Principe, qui n'a que des poissons sur la côte, mais qui a des avions... Mais monsieur Norbert, quand vous parlez de ça, est-ce que toutes les provinces ont les mêmes ressources? Toutes les provinces n'ont pas les mêmes ressources. Il y a des provinces qui n'ont presque rien, mais comment ils vont vivre avec des recettes locales? Mon cher ami, alors c'est ça justement. Je suis un décentralisateur. Vous savez, ce n'est pas les moyens qui créent les hommes. Mais ce sont les hommes qui créent les moyens. Voilà. Ce n'est pas la décentralisation. Ce ne sont pas les hommes qui créent le moyen, mais c'est la décentralisation. C'est un mode de gestion qui crée les moyens. Parce qu'on vous donne la possibilité d'une nomenclature des taxes. Il y a des actes réputés générateurs de recettes qu'il faut mobiliser. Et on vous dit, mais écoutez, sur base de ça, vous êtes capable de vous organiser et faire ceci ou faire cela. Moi, je vis ici, dans une province proche de Kinshasa. Je travaillais pour le compte de la banque. Je faisais le monitoring. On a trouvé que la province ne générait rien. 30 000 francs à l'époque, ça représentait 30 000 dollars. 30 millions, 30 000 dollars. Et vous savez, la banque s'est organisée à pouvoir informatiser la traçabilité des recettes, compagnie, etc. Et un mois après avoir mis en place les dispositifs informatiques, etc., on est allé de 30 millions à 400 millions. Et deuxièmement, on est allé de 400 millions à 700 millions, jusqu'à 1 milliard. Un accroissement. Un accroissement, ça veut dire en fait qu'il y a de l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, quand ils ont vu que c'est tracé, il y a un serveur central qui enregistre les opérations, compagnie, etc. Ils ont saboté les machines. On est redescendu de 1 milliard à 120 millions. C'est ça, en fait. Et donc, le gouvernement provincial, avec l'Assemblée provinciale, doivent être préoccupés. Regardez lorsque vous êtes à l'aéroport de Kolwezi. Regardez les choses telles qu'elles se sont passées. Il y a tout. C'est comme si vous êtes en Europe. Il faut regarder le bâtiment administratif, c'est pas du gouvernorat. Il faut regarder l'Assemblée provinciale. Il faut voir même la santé des ministres, la santé, etc. Oui. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, je sais que les chefs de regroupement politique ont choisi des hommes et des femmes. Coup de chapeau si vous avez fait un bon choix. Mais si vous avez voulu mettre en route un système de copinage où tel copain peut assumer telle ou telle responsabilité, etc., alors là, c'est un danger public. Et moi, je pense que maintenant, plus que jamais, notre peuple a
a acquis certaine maturité, notre peuple a compris qu'il est actionnaire de la République, il est copropriétaire, et en tout état de cause, ce peuple-là ne laissera pas faire. Et donc, pour les provinces qui veulent retarder, n'est-ce pas, leur développement, effectivement, ils auraient choisi des hommes et des femmes qui ne feront rien. Mais pour les provinces qui pensent que tel ou tel casting peut aider véritablement à faire booster leur province, et bien voilà, donc ils ont choisi des hommes qui peuvent véritablement mériter la confiance. Merci beaucoup, M. Norbert Yamba Yamba. Le plaisir a été pour nous de vous avoir en échange pendant ce moment du Vivement Congo. Vous avez étayé, vous avez tout parlé, vous avez tout dit en tant que décentralisateur, mais en tant qu'aussi spécialiste de questions de gestion de province, ce qui nous a importé d'ailleurs, ce qui nous a beaucoup plus fait du bien parce que vous maîtrisez bien la gestion des provinces, leurs compétences, tous les actes générateurs de recettes dont ils sont bénéficiaires, mais vous avez interpellé à ces différentes provinces, à ces différents gouverneurs qui viennent d'être élus, de pouvoir mettre leur savoir managérial en place. Quel est le message que vous pouvez lancer à toute la population qui venait de vous suivre à travers Vivement Congo pour que le président de la République soit réellement bien accompagné par ceux-là qui vont être dans sa suite de gouvernance? Non, monsieur le gouverneur, madame le gouverneur, vous avez une très grande responsabilité d'accompagner le président dans ce processus de transformation de notre pays. Il faut désactiver cette attitude de paresse, de fainéantisme qui consiste à entendre la manne du ciel pour activer véritablement vos actions en province. Certainement qu'il existe ce qu'on appelle la péréquation, qui n'est pas très fonctionnelle, encore que cela s'accélère pour que finalement les provinces bénéficient les 10% destinés aux investissements pour construire les équilibres entre les provinces. Mais vous avez également la responsabilité de générer des recettes au niveau local. J'ai eu difficile, moi, lorsque je faisais une étude d'évaluation de la performance des provinces, et quand vous posez la question à la province, vous avez généré combien d'argent? En tout cas, je n'ai pas vu de manière spontanée une province me dire nous avons généré autant à travers nos recettes locales. On va vous dire, écoutez, mais Kinshasa n'a pas encore envahi. Ou Kinshasa n'envoie même pas les 20%. Il faut que ça s'arrête là. Personne ne va continuer à tromper personne. Notre peuple a besoin, pour être député, choisir un gouverneur, choisir un sénateur, c'est parce que vous avez été choisi par la population. Le peuple d'abord, ça veut dire travailler pour la population. Et donc, arrêtons les hypocrisies et travaillons dans la perspective de pouvoir relever le défi. Et relever le défi suppose mettre en place un agenda stratégique. Et le gouverneur de province devra avoir ses ministres. Chaque ministre doit avoir une lettre de mission. Il se forme d'une feuille de route où il détermine les prévisions et il détermine les échéances, ce qu'on appelle le chronogramme. Et mettre en route une unité d'évaluation pour voir chaque mois comment on avance et on coche là où on a fait ou là où on n'a pas fait. Il faut savoir interpeller pour que finalement qu'on puisse justement ne serait-ce que poser le premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. C'est ensemble que nous pouvons construire une intelligence collective. C'est ensemble que nous devons relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci, c'est une parole de sage, rien à commenter. Quant à moi, je vous dis, vous qui êtes élu gouverneur, chaque province a une régie financière. Utilisez à bon escient ces moyens. Très bien. N'oubliez pas qu'il y a l'inspection générale de finances qui va courir derrière vous. La patrouille financière, pour vous qui aurez, entre guillemets, dépensé pour que vous soyez là, n'attendez pas mettre la main dans la caisse de l'État pour vous auto-payer les dépenses effectuées pour votre Charles, élection. je me suis juste une seconde. Oui. En dehors de l'institut de l'inspection générale des finances, le gouvernement de la République a organisé les inspections dans chaque secteur de la vie nationale. Voilà. Vous arrivez, par exemple, au niveau de la territoriale, il y a une inspection générale de la territoriale qui doit faire véritablement le travail sur base de ces rétrocessions, des recettes immobilisées, etc. C'est l'IGTR. Quand vous êtes à l'enseignement, vous avez l'inspection. Quand vous êtes aux finances, quand vous êtes dans n'importe quel secteur de la vie nationale, vous avez des inspecteurs. Il faut qu'ils travaillent au niveau de la police, au niveau des forces armées, etc. Donc, à tous ces endroits-là. Parce qu'aujourd'hui,
l'IGF a pris pratiquement la place de tout le monde. Je ne veux pas vraiment pas qu'on crée la hiérarchie, mais je dis qu'il faut qu'elle se réveille de leur sommeil des morts. Sinon, on trouvera le pays déjà mort. Voilà, c'était Vivement Congo. Tout a été dit. Vous êtes là, la province vous est confiée, vous qui êtes élus, faites de sorte que le peuple d'abord soit un slogan, pas creux, mais un slogan qui vit. Marcher dans la vision du chef de l'État, qui est le magistrat suprême, qui est le commandant des forces armées de la République et de la police, lui qui incarne la nation. Soyez sur ses pas, de sorte que vous puissiez relever les défis par la confiance que la population vous a accordée. Merci et surtout portez-vous bien. Bonne suite de programme sur votre chaîne La Peste TV. Au revoir.